Lacan, nous et le réel, 91e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors en ce jour de Pâques, parce qu'aujourd'hui c'est Pâques, donc nous allons aborder le deuxième volet de cette trilogie qui sera peut-être une tétralogie, pourquoi pas nous amener du côté des abords wagnériens, puisque il y aura peut-être encore beaucoup à dire sur l'amour dans son rapport au désir, à partir bien sûr de la relecture que fait Lacan du banquet de Platon. Nous avons vu la dernière fois donc une première approche de ce que pouvait être la signification de l'amour en tant que elle procède d'un renversement dans cette asymétrie radicale en quoi consiste Eros, puisqu'il faut l'appeler par son nom, même si en grec ancien vous savez qu'il y a plusieurs mots pour définir l'amour, mais Eros est toujours déjà en premier lieu ce sur quoi il convient d'aborder l'amour, puisque c'est le bord par lequel nous entrons dans l'amour. C'est pour ça que dans le banquet de Platon, c'est tout d'abord d'Eros qu'il s'agit. Donc, ce renversement de l'éroménos en érastès, traduction de celui qui est aimé en celui qui devient l'amant ou l'aimant, puisque aimer et aimer c'est la même chose. Donc c'est ce qui est le renversement de l'amour. Or, nous allons voir, mais il va nous falloir du temps pour arriver jusque-là, que la position de Socrate se situe d'une certaine manière à l'opposé radical de celle du Christ. Je vous rappelle que ce qui compte dans le christianisme, c'est que le Christ, c'est pas qu'il soit remonté auprès du Père, c'est qu'il soit ressuscité. Et ressuscité, ça veut pas dire qu'il se soit réincarné. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il est venu dans un autre corps, puisque les premiers mots, donc, que rapporte Marie-Madeleine, Magdala, c'est noli me tangere. Noli me tangere ne me touche pas. Donc, il n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que le corps, c'est ce qui effectivement va survivre au découpage du signifiant, du découpage opéré par le signifiant sur notre corps vivant. Ça, c'est ce par où nous entrons justement dans le registre du discours et de la parole. Et cette opération-là de découpage fait que le Christ représente un au-delà de la loi juive en tant que elle concerne le système symbolique pur, tandis que le corps, lui, pour le Christ, c'est le réel. Et vous allez voir, bien que le Christ et Socrate se situent sur des registres absolument opposés d'une certaine manière, eh bien c'est les mêmes mots, puisque noli me tangere, mais ça on y arrivera peut-être dans le séminaire prochain ou celui d'après, c'est-à-dire l'opération avec Alcibiade, c'est que, en fait, il n'y a pas de contact physique. C'est-à-dire qu'on s'imagine que le banquet met en scène, comme le dit Lacan, une assemblée de vieilles lopes ou de vieilles tantes, et qu'il s'agit là, au fond, d'aimer les garçons, etc. Et donc là règne une confusion radicale, parce que bien sûr que Socrate est un homme marié,
il est d'ailleurs très mal marié, ce qui lui permet de faire de la philosophie, puisque au fond, c'est à ça que sert le mariage, c'est-à-dire que quand on a une mauvaise épouse, eh bien, ça permet de penser. Donc, il devient philosophe, après avoir été un guerrier, un hoplite, et puis, donc, il est censé, comme on l'entend souvent, donc, instruire, et nous nous rendons compte dans les premiers moments du banquet, avec notamment Phèdre et bien sûr Eryximach et Pausanias, que l'amour s'adresse aux jeunes garçons. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette confusion-là et pourquoi ce glissement dans ce qui semble être une homosexualité? Mais qui semble seulement, puisque, au fond, ça nous y arriverons au cours du déroulé de ce séminaire, jusqu'au dernier moment avec Alcibiade, justement, eh bien, ce qui se passe, c'est que Socrate lui-même, le qualificatif qui lui est attribué, c'est tempérant, le substantif la tempérance, se comporte de manière à ce qu'il n'y a pas, justement, ni consommation, ni même attrait purement sexuel. Alors, que vient faire cet Eros-là? Eh bien, il faut nous replacer dans des considérations qui sont bien sûr totalement autres de la manière et la logique et surtout le discours dans lequel nous sommes immergés aujourd'hui, puisque non seulement Socrate ne se laissera pas toucher par Alcibiade, mais Alcibiade lui-même en fera un motif de revendication en disant que finalement il lui refuse le statut de Érastès, et il lui refuse donc l'aboutissement, l'accomplissement de l'amour, puisque il était au début un des préférés de Socrate, et puis, si ce n'est le préféré, il aime se présenter comme ça, comme au fond l'héroménos de Socrate, pardon. Et puis au final, au moment où il doit y avoir ce retournement, eh bien ce retournement n'a pas lieu. Il n'a pas lieu parce que, justement, et ça nous le verrons après, Socrate, lui, pour lui, à l'intérieur de lui, il n'y a rien. Ce rien-là, d'une certaine manière, comme je viens de vous le dire, se situe à l'opposé du rayonnement du centre d'amour que représente le Christ, puisque le Christ représente dans la résurrection de son corps une possibilité d'avoir un centre rayonnant d'amour à quoi se référer pour justement sortir du vide que constitue le réel et à quoi nous sommes irrémédiablement convoqués. Je vais m'expliquer sur tous ces termes-là qui peuvent paraître un peu difficiles d'abord parce que, en fait, c'est dit de manière un peu abrupte. Mais nous allons revenir pas à pas, justement, avec ces opérations et la manière dont, justement, se déroule ce banquet. Alors, on me demande pourquoi Aristophane, vous dites qu'il a le rôle de dire la chose la plus intéressante et peut-être même la position la plus sérieuse sur l'amour. Tout simplement parce que c'est son propos sur l'amour, en tant que comique, je vous rappelle que c'était l'ennemi de Socrate et qu'on se demande ce qu'il fait là, et donc il s'agit de tout relire, bien sûr, Platon avec ces clés-là que nous offre Lacan, que la position moderne que prend Aristophane, c'est de faire en sorte que l'amour dont il parle, avec ces hommes sphères là, c'est justement un amour passion. C'est-à-dire que l'amour-passion, c'est absolument moderne. C'est quelque chose ça n'existait pas de cette manière-là auparavant. C'est-à-dire avant que ça puisse être dit comme ça, selon une certaine Schwarmerei, c'est un mot allemand qu'utilise notamment Kant pour dire une fantaisie, une idée un peu qui revient tout le temps presque obsessionnelle. Et la Schwarmerei de Platon, bien sûr, c'est le bien suprême. Et ce bien, il est lié au fait de faire un avec l'autre. Et ça,
c'est une idée fausse, bien sûr, puisque nous ne pouvons avoir idée de l'unité qu'une fois que nous l'avons perdue. Et ça ne peut être vécu que sur un mode imaginaire. On n'a jamais vu, comme dit Lacan dans la 3e, deux corps n'en faire qu'un. La notion de l'éros, de la forme que j'ai récemment raillée d'être la force qui unirait d'un attrait irrésistible les cellules, les organes que rassemble notre sac de peau. Conception pour le moins mystique. Ils ne feront pas la moindre résistance à ce qu'on est dans l'extrême. Et le reste ne s'en porte pas plus mal. C'est évidemment une fantaisie compensatrice des terreurs liées à ce fantasme morphique que je viens de vous décrire. D'ailleurs, ce n'est pas du tout explicatif, parce qu'il ne suffit pas que la terreur existe pour qu'elle explique quoi que ce soit. C'est pour elle qu'il faudra expliquer. C'est pourquoi il vaut mieux se diriger dans la voie de ce que j'appelle système consistant, logique. Car en effet, il faut que nous en arrivions maintenant à ceci. Pourquoi y a-t-il cet autre avec un grand A? Qu'est-ce que c'est que la position de cet étrange tout que prend remarquer le simple, car l'autre avec un grand A, lui n'est pas deux. Cette position donc de double que prend le simple quand il s'agit d'expliquer ce curieuse qui lui se noue dans la bête à deux dos, autrement dit dans l'étreinte de deux corps. Car c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de ce drôle d'un qu'il est lui l'autre, encore plus drôle. Il n'y a entre eux, je veux dire ce champ de l'un, ce champ de l'autre, aucun lien, mais tout le contraire. C'est même pour cela que l'autre, c'est aussi l'inconscient. C'est-à-dire le symptôme sans son sens, privé de sa vérité, mais par contre chargé toujours plus de ce qu'il contient de savoir. Il écoute l'un de l'autre, c'est très précisément cela qui constitue le sujet. Donc cette idée-là d'un amour-passion, paradoxalement, c'est l'idée la plus moderne et la plus sérieuse que Platon met dans la bouche d'Aristophane. Et bien sûr, l'inverse va avoir lieu, c'est-à-dire que celui qui vient de gagner le concours de tragédie, à savoir Agathon, qui est lui aussi un Héroménos de Socrate. Donc Agathon, lui, va tenir un discours qui, pour être d'une certaine manière très élégant dans son déploiement, n'en reste pas moins quelque chose d'assez creux que Socrate va pointer parce que justement, il va saisir l'occasion, là, de mettre en scène ce qu'il en est. C'est très subtil, donc la contiguïté de l'amour en tant qu'éros avec cette notion de désir. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ces hommes-là pensent-ils que l'amour et l'éducation, donc, qui vont de pair, sont-ils marqués de cette flèche d'éros? Eh bien, c'est simple comme bonjour. Ce qui est en cours, là, c'est qu'effectivement, si les femmes peuvent faire des enfants, et elles ne s'en privent pas, seuls les hommes peuvent faire des hommes. Donc, il s'agit pour ces gens, ces jeunes gens, d'avoir accès à une éducation qui va au-delà de ce que peuvent leur apprendre leur mère, tout simplement. Et
pour ça, donc, la méthode socratique, qui est une méthode dialectique, va les amener à se rendre compte que dans chaque discours, il y a quelque chose de l'ordre d'une expérience vécue ou pas qui est amenée au stade de la parole. Ça, c'est le fameux traité Théagès de Platon sur l'éducation vraie, où justement Socrate renvoie toujours les apprentis, les disciples, à, bien sûr, celui qui sait faire la guerre et qui l'a faite pour enseigner les arts de la guerre, celui qui sait faire la cordonnerie, etc., pour faire de belles sandales. Enfin bon, vous connaissez le propos, c'est-à-dire une histoire de techné dans laquelle Eros est tout le temps mêlé. Et Eros représente justement cette ambiguïté où l'amour peut dévaler du côté de l'attraction sexuelle, donc on va le voir avec le récit d'Alcibiade qui est magnifique, où l'amour va rester sur le plan où il s'élève et il élève vers le plan de la parole. Et ça, donc, c'est la position de Socrate qui, au fond, retrouve un point commun avec le Christ, c'est-à-dire que l'amour lui-même n'est au fond que quelque chose qui concerne le verbe. Donc là, la différence, bien sûr, avec le christianisme, c'est que le Dieu dont il est question dans le christianisme, comme dit Lacan, s'il a conçu le monde avec la parole, quelle peut être sa consistance? Le premier jour, il fait ça, etc. Mais c'est un texte, c'est un monde de paroles. Et nous l'avons déjà vu, les lois, donc, le décalogue, les lois juives, sont des lois de la parole, en vérité. C'est-à-dire que ces commandements ne s'adressent pas à des actes de la réalité à faire, mais ce sont des lois qui sont inhérentes au signifiant lui-même. Pour Socrate, ce n'est pas exactement la même chose sur le plan du verbe, puisque Eros, ce qu'il découvre, enfin ce qu'il donne à découvrir, notamment par sa critique d'Agathon, c'est que, eh bien, Agathon, lui, considère que, auparavant, on a fait des éloges sur ce que faisait ce dieu Eros, mais rien sur son essence. Et donc, il fait un discours extrêmement sophistiqué sur l'essence d'Eros, qui ne manque de rien, etc. Or, Socrate, là, appliquant sa méthode dialectique, lui fait pointer que est-ce que Eros peut désirer la beauté s'il est lui-même beau? Peut-on désirer ce qu'on a déjà? Et là, effectivement, il est obligé de se rendre compte que Eros ne peut pas, dans son essence, être beau. Qui va renvoyer, un peu plus tard, au mythe, puisque Socrate va développer son argumentaire jusqu'à ce qu'Agathon lui-même dise « Mon Dieu, Socrate, je me demande si je n'ai pas parlé sans savoir. » Alors là, on a quand même une première occurrence qui s'appelle Unbewusst en psychanalyse, c'est-à-dire l'inconscient freudien, ne pas savoir ce qu'on dit. Ça, c'est le premier pointage massif de Socrate qui, lui, se place à l'opposé de cette position-là en étant celui qui dit qu'il ne sait pas. Il ne sait rien. Je suis celui qui ne sait pas, qui sait, je sais que je ne sais pas. Sauf sur l'amour, le désir et la jouissance. Parce qu'au fond, là, on comprend très bien pourquoi Lacan considère que Socrate peut être considéré comme le premier psychanalyste. Oui, ce désir, j'ai déjà essayé d'expliquer, et manque, c'est pas moi ça qui l'a inventé. On le sait depuis très longtemps, on en a fait d'autres déductions, mais c'est de là qu'on est parti, parce qu'on ne peut partir que de là. C'est Socrate, le désir est manque dans son essence. Mais ceci a un sens, c'est qu'il n'y a pas d'objet dont le désir se satisfasse.
même s'il y a des objets qui sont cause du désir. Que devient le désir à l'heure de la vérité? C'est bien à partir de ces accidents bien connus que la sagesse prend avantage et se targue de le considérer comme folie, et puis d'instaurer toutes sortes de mesures diététiques pour en être préservé. Le type du désir. Voilà, seulement le problème est qu'il y a un moment où le désir est désirable. C'est quand il s'agit de ce qui se passe, non sans raison, pour l'exécution de l'acte sexuel. Et alors là, l'erreur considérable de croire que le désir a une fonction qu'on insère dans le physiologique. On croit que l'inconscient ne fait qu'y apporter le trouble. C'est une erreur. Il n'y a que ça qui intéresse le psychanalyste. Tout le reste n'a aucune importance. Le discours universitaire, savoir ceci, savoir cela, etc., ne peut pas revenir vers le sujet. Parce qu'au fond, le sujet est considéré comme un être de désir parce que c'est un être manquant. Imaginez un peu, tout de même, c'est quand même une chose assez paradoxale à laquelle on ne réfléchit pas très souvent, mais que quelqu'un qui va voir un psychanalyste va voir quelqu'un qu'il ne connaît pas pour lui exposer ce qu'il a de plus intime en lui, qu'il considère comme sa singularité radicale et absolue, son histoire, ce qui lui est arrivé à lui. Il va lui exposer ça en s'imaginant que l'autre sait, qui sait quelque chose de lui. Donc comment résoudre ce paradoxe-là si ce n'est que il y a effectivement un invariant qui n'est pas de l'ordre du S2, des connaissances qu'on apprend à l'université, mais de ce savoir dont parle le psychanalyste, le savoir du psychanalyste, qui est un S1 flèche S2, c'est-à-dire un lien social à deux où quelque chose va engager non seulement le sujet à dire, mais le psychanalyste lui-même est partie prenante de la cure, étant donné que, au fond, ce qui va être questionné, c'est toujours sa position d'objet petit a, à n'en faire que le semblant, puisque c'est juste pour privilégier le fait que, en position de S barré, c'est-à-dire le sujet, l'analysant lui-même arrive à dire un invariant sur le désir et rencontre à ce moment-là quelque chose, vous vous souvenez de la formule, hein, donner quelque chose que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, donc qu'il rencontre ce qu'il manque, ce dont il manque. Ça, c'est effectivement le travail analytique, c'est apprendre à vivre avec ce manque-là, qui est un manque constitutif, et bien sûr sur lequel rebondira Diotime, mais ça on en parlera la prochaine fois, parce que Socrate, on va rester aujourd'hui un peu sur Socrate, Socrate, lui, il va au plus loin qu'il peut sur cette logique dialectique de l'amour qu'il conjoint au désir dans un glissement. Ce glissement est un glissement entre amour, est-ce amour de quelque chose ou amour de rien? Amour en tant qu'il est toujours désir inclus dans l'amour. On se souvient de la phrase célèbre de Lacan, « Seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir ». Donc l'amour semble être cette condition-là qui transcende et au fond peut apparaître sans bousculer le vocabulaire, sans le transgresser, mais juste en le prenant à la lettre comme une forme de perversion du désir. C'est pour ça que Lacan dit, ce que je regrette, c'est que la psychanalyse n'ait pas inventé une nouvelle perversion. Il pensait notamment à l'amour, puisque l'amour est au centre de l'analyse
en tant qu'elle permet de conjuguer amour et désir, en sachant que ce que l'amour vise n'est rien de l'ordre de quelque chose, c'est plutôt un rapport au signifiant. Et c'est ça que dévoile Socrate dans la manière dont il va parler, justement, du fonctionnement du signifiant en grec ancien, c'est-à-dire dans la langue qu'ils employaient à l'époque. Il y a déjà ces effets de signifiant, notamment quand il dit être père, par exemple, hein, puisque aujourd'hui nous sommes au jour de Pâques, et donc il est question du fils, hein, du sacrifice du fils qui correspond, qui est la rédemption de la mort du père. Et on a vu qu'il y a une inversion entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, dans la mesure où à la mort du père vient répondre la mort du fils, mais d'une certaine manière la mort du fils est la mise en scène de la mort de Dieu lui-même, hein, ce Dieu qui a été mis à mort, comme le dit Freud, par l'entremise, disons, de l'assassinat de Moïse par les Hébreux eux-mêmes. Donc tout ce séminaire-là, vous avez qu'à remonter à l'homme Moïse et la religion monothéiste, c'est très fort, puisqu'à ce moment-là, Lacan le dit, Freud lui-même devient chrétien. Donc nous avons parce que c'est juste un effet de signifiant, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit père, est-il père de quelqu'un ou père de personne? Peut-on être père sans enfant? De la même manière, le fils lui-même ne peut être que fils de quelqu'un. Et donc là, vous avez déjà, à l'intérieur même du système signifiant, une logique qui se met en place comme un élément de substitution qui entraîne donc une équivoque. L'équivoque, c'est celle qu'on retrouve partout dans la psychanalyse, hein, avec le deux. Hein. Quand on dit la jouissance de l'autre, est-ce que c'est la jouissance objective ou la jouissance subjective dont on parle? Et nous restons dans l'équivoque. C'est pour ça que l'interprétation en psychanalyse est interprétation en tant qu'elle mène à l'équivoque pour laisser à l'analysant la possibilité de rester dans le système langagier, c'est-à-dire de ne pas faire chuter justement son fantasme, qui est la part de plaisir du désir, dans la réalité, et donc perdre de vue ce qu'il en est du jeu du signifiant. Il en va de même pour le pair et l'impair, cette loi qui va faire que, bon, si on sort, je ne sais pas combien de fois un chiffre pair, à un moment va apparaître un chiffre impair, il va se créer des séries, de ces séries on peut tirer des lois, etc. Et c'est de là que vient justement la merde dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la loi des probabilités qui devient une sorte de vérité absolue, alors qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Ce sont des probabilités. Les statistiques, ça veut dire les sciences de l'État. Donc si vous vous prenez vous-même comme une statistique, que vous voyez quelque chose sûr et efficace à 95% et que vous pensez que c'est une vérité, eh ben vous êtes vous-même une statistique. Donc il n'y a pas de surprise à ce que vous qui vous considérez vous-même comme une statistique, vous soyez traité comme une statistique. On voit que l'amour, c'est ce qui échappe à ça. L'amour, c'est effectivement ce à quoi le discours capitaliste n'a absolument rien à voir avec. Donc, l'évacuation de toutes sortes d'amour, c'est le principe du discours dominant dans lequel nous vivons tous les jours. L'amour, s'il passe ici par cet étroit défilé de ce qui le cause et de ce fait révèle ce qu'il en est de sa véritable nature, voilà-t-il pas qu'il vaille qu'on en répète la question, car il est difficile à avouer que l'amour, ça tient une place, même si jusqu'ici on en a été réduit à, comme on dit, lui rendre ses devoirs. Avec l'amour, on s'acquitte, on lui verse une obole. Enfin, on tente
de tous les moyens de lui permettre de s'éloigner, de se tenir pour satisfait. Donc nous avons le Père, le Fils, nous avons le Père et l'Impère, mais bien sûr nous avons la manière dont fonctionne le symbolique pour la dialectique socratique, c'est-à-dire le symbolique ne fonctionne que sur le mode d'opposé, hein, le chaud, le froid, le haut, le bas, le bleu, le rouge. Vous avez un ensemble d'opposés. Ces opposés-là, ils font partie intégrante du monde symbolique, c'est-à-dire qu'ils sont le signifiant lui-même qui va découper de manière arbitraire, notamment notre corps vivant. Mais notre corps vivant en tant que réel, il ne se réduit pas à ces bornes. Les bornes sont symboliques, c'est le bord du réel, justement. C'est pour ça que je vous dis toujours que le symbolique est la limite interne du réel. Mais le réel lui-même ne se laisse pas prendre là-dedans. Sinon, ce ne serait pas le réel. Le réel, c'est ce qui échappe à l'imaginaire, c'est-à-dire à sa représentation, et au symbolique, c'est-à-dire à la loi. Le réel est sans loi. Et donc, l'amour, bien sûr, là, devient quelque chose de réel. Et c'est sur cette trace-là du réel que se situe Socrate. Et c'est pour ça que, arrivé à un certain niveau de logique qui déploie de manière absolument implacable vis-à-vis d'Agathon, à un moment, il s'arrête. Il s'arrête et puis il dit mais là, je ne peux pas aller plus loin. Je vais être obligé de laisser la place à Diotime. Alors bien sûr, Diotime n'est pas là. Il laisse la place à une femme. Voilà, ça aussi, hein, pour les féministes, là, pseudo, je sais pas quoi, là, c'est... Mais à la femme qui est en lui, Diotime, parce que on verra dans un anachronisme absolument magnifique que fait Socrate, que il va réfuter la théorie. C'est pas tout à fait une théorie dans le sens où justement la théorie et la praxis, en grec ancien, c'est une seule et même chose, c'est topragma. C'est-à-dire que c'est avoir directement accès à la chose dans l'expérience et l'amener à la parole, et que cette parole elle-même, il n'y ait pas d'écart entre la manière dont cette parole se dit et la pratique elle-même. Mais disons, pour simplifier, le récit d'Aristophane concernant ces êtres doubles, où il est question, bien sûr, pas tant de leur sphéricité, comme on l'a vu la dernière fois, mais de la ligne de césure, c'est-à-dire la coupure qui doit avoir lieu. Et nous sommes des êtres coupés. Nous sommes non seulement des êtres coupés. Alors, pour simplifier, j'ai toujours dit de notre mère jusqu'à maintenant, pour ne pas me perdre et vous perdre dans des détails qui apparaissent comme secondaires à un premier niveau de démonstration. Mais au fond, ce n'est pas vraiment de notre mère. C'est pour ça que nous avons un complément anatomique qu'on appelle le placenta. Ce dont nous sommes effectivement coupés, c'est de quelque chose. Donc das Ding, c'est ça qui nous apparaît à la fois comme profondément désirable, c'est-à-dire qui va nous mobiliser comme dans Aristophane pour retrouver notre unité perdue, c'est-à-dire notre complément anatomique, ce qu'on a vu il y a 2 ou 3 séminaires avec les 2 ronds de l'être et de l'autre, hein, le choix forcé, donc je suis obligé de choisir l'autre, donc je laisse l'être, et là je vais me mettre en quête de l'être à travers une quête éperdue et infinie de trouver mon complément avec lequel je puisse faire un. Voilà la Schwarmerei, le bien suprême, l'unité qui ne se reconnaît qu'une fois perdue, et pourtant qui va activer ma vie parce qu'elle passe par la loi du signifiant. Et donc c'est là que s'inscrit le désir. Le désir va être ce glissement, donc, d'un signifiant à l'autre, qui va aller d'un signifiant à l'autre. Jen et Mar, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied de cochon, cochon de ferme, ferme ta boîte. Qui va aller d'un signifiant à l'autre et qui de temps en temps va faire un saut sur un autre plan
cette fois, est donc une substitution d'un signifiant à un autre signifiant qu'on va appeler une métaphore. Alors, une voile à l'horizon égale un bateau, c'est-à-dire une partie pour le tout, un contenant pour un contenu, etc. Là, on est dans la métonymie, c'est-à-dire ça, c'est les lois du signifiant. C'est comme ça que ça fonctionne, le signifiant. Et puis, la métaphore, c'est la substitution d'un signifiant pour un autre signifiant qui lui appartient à un autre champ sémantique. Par exemple, dire d'un homme qu'il est un lion pour dire qu'il est courageux, par exemple, eh bien, on change de discours, là, et on substitue un signifiant à un autre signifiant. Donc, c'est aussi une substitution, mais cette fois sur un plan vertical pour changer quelque chose sur la chaîne signifiante. C'est pour ça que la métaphore, c'est l'ordre paternel. Au fond, le père n'est qu'une métaphore de la mère. Hein, c'est puisque nous sommes pris dans un jeu de signifiants. Pour expliquer comment fonctionne cette métonymie de l'amour au désir et du désir à l'amour, ce qui est justement en jeu tout le temps pour nous, et en insistant sur le fait que, bien sûr, que le sexe n'a rien à voir avec l'amour. Hein, c'est autre chose, l'amour, que le sexe. Mais il y a cette collusion-là du fait que, dans un premier temps, on découvre que, bien sûr, l'amour n'est pas un dieu, simplement. Alors qu'il a été présenté dans les 4 premiers, par les 4 premiers intervenants comme un dieu. Mais donc, nous sommes obligés d'admettre que, en fait, l'amour fait partie des daimons. C'est-à-dire que ce n'est pas un dieu, c'est quelque chose qui fait partie du monde intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et là, c'est là où il faut vraiment avoir un esprit très analytique. Dieu et homme, ce sont des signifiants. Donc l'amour est entre les deux. Hein. Alors vous vous souvenez, la fameuse phrase du Christ aussi, quand on lui demande, puisque c'est le jour aujourd'hui, mais où seras-tu quand tu auras ressuscité? Il répond, quand tu auras de l'amour entre deux d'entre vous, je serai là. Donc l'amour, c'est vraiment cette zone de réel entre deux signifiants. Mais c'est un vide. Ce vide-là, évidemment, on va voir d'où il vient tout à l'heure. Mais ce vide-là, il peut être rempli par des tas de choses. Hein. Donc, il s'agit d'abord de faire le vide entre deux registres, entre les mortels et les immortels, pour reprendre un terme grec cher à Heidegger. Les mortels, les immortels, le ciel et la terre. Voilà, le quadripartite heideggerien. Parce que bien sûr, il est de bon ton de mépriser Heidegger, mais comme dit Kundera, il y en a qui s'échinent à vouloir chercher l'origine du nazisme, entre guillemets, de Heidegger, mais ils ne s'échinent pas à trouver où est son génie. Alors que ses écrits sont particulièrement géniaux pour comprendre, disons, toute une partie du monde grec, et Lacan, lui, ne s'y était pas trompé, parce qu'il est allé interviewer Heidegger plusieurs fois, notamment pour saisir ces notions-là qu'il a amenées ailleurs. Hein. Les conclusions lacaniennes ne sont pas les conclusions de Heidegger, mais le signifiant Heidegger est important. Il faut passer par les signifiants lacaniens pour comprendre Lacan. Sinon, c'est absolument impossible à comprendre Lacan. Donc, nous sommes là dans ce rapport entre deux signifiants, et il y a du réel entre les deux signifiants. Parce que ce qu'il y a de plus réel, c'est le vide qu'il y a entre deux signifiants. Comment retrouve-t-on cette notion de vide-là et cette collusion de l'amour et du désir? C'est justement, et là, tenez-vous bien, parce que vraiment, ça a l'air d'être presque insupportable du point de vue de la logique, et pourtant, c'est de la pure logique. C'est quelque chose qui, en grec ancien, et j'en ai parlé il y a 2 ou 3 séminaires, s'appelle athée. Athée, c'est, pour parler d'Antigone, cette zone entre deux morts. Mais il est temps aujourd'hui que nous arrivions à spécifier justement ce qu'il en est de cet entre-deux morts. Entre-deux morts, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire entre-deux morts? Eh bien, la première mort, c'est tout simple. C'est la mort que nous voyons tout le temps à l'œuvre. Dès qu'un enfant naît,
il est déjà assez vieux pour mourir. Donc, c'est la mort en tant que processus de génération, corruption, disparition. Comme dit l'adage, ils ont beau couper toutes les fleurs, le printemps reviendra toujours. Donc, il y a quelque chose dans ce processus de génération et de corruption qui fait que nous sommes, nous, les mortels, selon le fameux principe qu'on retrouve dans le syllogisme, Socrate en tant que mortel. Bon, ça, on peut en reparler sur un autre plan, ça peut être très drôle. Donc, la première mort, c'est la mort habituelle, on dira. Mais ce qui est d'intéressant, et ce qu'on découvre par Antigone, mais aussi par le nom que j'avais oublié la dernière fois dans le dernier séminaire, qui est Alceste, c'est l'autre mort, c'est-à-dire la mort que nous visons comme immortalité. Parce que, évidemment, nous considérons comme mortels, parce que nous sommes les êtres qui peuvent penser qu'ils sont mortels. Disons que la mort peut venir obséder. D'ailleurs, c'est vraiment un des thèmes récurrents de la Zwangneurosis, la névrose obsessionnelle. Mais cette mort-là, qui est celle de la génération de la corruption, qui est là, qui va venir inévitablement. Inévitablement, nous allons mourir. Et nous y croyons, mais plus que ça, nous y tendons. C'est-à-dire que notre désir nous y porte, ce que nous ne voulons pas reconnaître. Et il nous y porte d'autant plus que ce n'est pas cette mort-là qui va nous assurer l'immortalité. Parce que celle-là, elle va nous assurer, je dirais, dans une des possibilités du destin de la pulsion, de la décharge de la pulsion, c'est tout simplement se continuer dans une autre génération. Donc procréer, avoir des enfants. Donc c'est une manière de vaincre cette première mort qui est liée à ce processus de génération et de corruption. Mais bien sûr qu'il y a en nous quelque chose qui va nous pousser à procréer, donc la pulsion sexuelle, en tant qu'elle trouve une forme de satisfaction qui n'est évidemment que partielle, parce qu'on est obligé d'y revenir tout le temps. Quand on commence à baiser, on ne peut plus s'arrêter. Enfin, disons, à partir d'un certain moment, oui, mais ça demande quand même ce qu'on appelle la sublimation, mais ça, on a déjà vu, et on y verra, on y reviendra une autre fois. Mais c'est surtout la deuxième mort en tant qu'elle est une borne de l'immortalité elle-même, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait, là je ris parce que je pense notamment aux universitaires qui sont pathétiques, là, quand vous voyez là, ce qui est devenu la psychanalyse aux mains des universitaires, Miller, Soler, Melman, etc., tous ces gens-là, catastrophiques. Donc eux, ils voudraient se faire un nom, tout simplement, c'est-à-dire être reconnus après leur mort comme Socrate en laissant une trace pour l'éternité. Et donc ça, cette deuxième mort-là, ça c'est la caricature bien sûr que je vous dis là de cette seconde mort. Cette seconde mort, c'est que il y a un effacement, justement, comme dans Sade, entre ces deux morts, un effacement de tout ce qui aura eu lieu précédemment, puisque le sujet reste d'une certaine manière. C'est le corps qui est mortel, mais c'est l'illusion socratique de l'immortalité de l'âme, qu'on verra une prochaine fois, fait en sorte que le sujet, lui, reste persuadé malgré lui, surtout s'il se dit athée. L'athéisme n'est rien d'autre qu'une forme inhérente au champ du théisme et de la croyance. Mais il vise comme Alceste quelque chose de l'ordre de l'immortalité des immortels, c'est de rester un nom. Comme Zeus, comme les concepts, les mots eux-mêmes qui vont devenir des immortels en tant qu'ils restent présents tout le temps au milieu des hommes. Ils sont plus incarnés, bien sûr, mais si on est hegelien, et Dieu sait si, sur ce plan, pour nous, il faut l'être hegelien,
Ce ne sont pas les hommes qui se font la guerre ou des batailles, ce sont les notions elles-mêmes qui se combattent entre elles. C'est le langage lui-même qui est tout le temps en mouvement, et à travers la forêt et les batailles desquelles nous, en tant que sujet, nous devons nous frayer un chemin. C'est pour ça que, je vous le dis, j'ai dit plusieurs fois, mais je vous le dis, avoir été pris dans le discours du covidioclimatisme ne peut avoir comme signification de ne jamais avoir fait d'analyse, en tout cas pas l'avoir fini, parce que c'est impossible d'avoir cru ça. Hein. La psychanalyse, c'est un discours, c'est d'abord une clinique du discours. Quand vous entendez quelqu'un, vous entendez le jeu des signifiants, la manière dont les signifiants font ou ne font pas chaîne. Donc, ensuite, il s'agit de faire entendre ce qu'il en est, et donc de sortir de ce discours aliénant et dominant. En quoi consiste le discours capitaliste, qui est le rejeton issu de la copulation perverse du discours du maître avec le discours universitaire. Plutôt le discours universitaire qui est venu chercher le discours du maître pour prendre la place du maître. Nous avons à la tête en ce moment que des esclaves, hein, des esclaves qui sont avides, mais qui sont eux-mêmes dominés par des discours. Donc c'est même pas eux qui sont à la tête de ça. Hein. C'est le vrai maître, comme dans un film de Fritz Lang, on le voit pas, on ne sait pas où il est, puisque c'est le langage lui-même. Donc c'est ce verbe-là que nous allons retrouver, paradoxalement, aussi bien dans l'adoration christique, je suis la voie, la vérité et la vie de Saint Jean, de l'Apocalypse, mais aussi chez Socrate, alors que ça part de deux formes différentes de centre d'amour. C'est-à-dire le centre de Socrate est un centre vide. Au fond, s'il n'accorde pas ses faveurs à Alcibiade, mais nous y reviendrons la prochaine fois, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a rien en lui. Il n'y a rien en lui d'héroménos que l'autre pourrait aimer. Or, au fond, aimer, c'est toujours désirer quelque chose qu'on n'a pas et qu'on attribue à l'autre. Mais l'autre, lui, qui n'a qu'un manque, qu'est-ce qu'il va faire s'il aime? Il va renvoyer son manque. Mais l'autre n'en veut pas de ce manque. C'est pour ça qu'il y a ce malentendu entre Alcibiade et Socrate. Mais un malentendu heureux, comme une Felix culpa, parce que grâce à ça, nous comprenons ce qu'il en est de l'amour, en tant que c'est quelque chose qui concerne le verbe. C'est-à-dire, au fond, ce que dit Socrate, c'est que il s'agit de continuer à pouvoir parler. Et c'est pour ça que c'est aussi le premier des psychanalystes. C'est-à-dire que, non pas le savoir, ceux qui sont immergés dans les connaissances et qui s'en repaissent et qui en font étalage. Ceux qui ont le savoir, en fait, c'est même un esclave, du moment qu'il est correctement questionné. Et là, on passe de héroménos à érotoménos. C'est-à-dire de celui qui est aimé à celui qui est correctement questionné. Et qui, de question en question, qui va arriver à se poser lui-même, notamment entre deux séances, parce que le psychanalyste l'aura frustré, va rentrer dans les défilés du signifiant, va se trouver lui-même, laisser venir à sa pensée des paroles, des souvenirs perdus, qui vont lui faire entendre quelque chose du déroulement de son âme. La manière dont, dans son esprit, les choses sont articulées et font appel à des échos historiques. Et là, vous avez une possibilité, bien sûr, la possibilité même d'apprentissage de la lecture, parce que savoir lire, apprendre à lire, puisque c'est ça dont il est question, c'est apprendre à se lire, à se lier, en inversant juste deux lettres, à se relier ou se relire, et donc comprendre que ce que nous traversons est un jeu de remise en scène des signifiants. Et en fait, l'amour a directement quelque chose à voir avec ça, puisque l'amour n'est nulle part autre que là, comme le dit le Christ. Donc, l'amour entre deux d'entre vous, je serai là. À quoi Socrate répond, quel est l'être de vérité de ce désir de savoir? Qu'est-ce qu'il veut dire quand ceci aboutit prétendument à
transcription platonicienne, occupe-toi de ton âme, nous le laisserons pour plus tard. Mais ce n'est pas pour rien que j'évoque Socrate, que je rappelle de cette clé, être de savoir et être de vérité. Je laisserai aujourd'hui aussi de côté une remarque que je pourrais faire sur cet emploi du terme de clé, alors que je viens de dire tout à l'heure que mon enseignement ne comportait pas de mots clés. Et peut-être justement que la propriété des clés en question, c'est de ne pas avoir de serrure. Et en effet, toute la question est là. Je veux simplement faire une remarque qui est celle que, bien entendu, chacun pourrait élever. Alors, pourquoi Socrate n'a-t-il pas découvert, articulé la conscience? Donc cet amour, Socrate le localise, il donne une topologie de l'amour entre deux morts, mais sous la forme du désir. C'est-à-dire l'amour et le désir sont encore intriqués avec cette histoire d'éros qui est un éros éducatif, qui est pas un éros débridé sexuellement, puisque lui-même va montrer l'exemple. Alors bien sûr, il y a de tout dans la Grèce antique, mais en tout cas, Socrate lui-même ne peut pas être pris en flagrant délit d'avoir abusé de cette position, puisque c'est Alcibiade lui-même qui, sur un ton de sincérité et d'authenticité qui est impossible de mettre en doute dans le banquet, montre qu'il a tout fait pour avoir les faveurs sexuelles de Socrate et il n'a rien eu. Ce qui n'empêche pas de l'aimer, puisque le paradoxe, c'est qu'il incarne quelque chose du désir, Socrate, et même le désir en lui-même, sans pour autant être beau, puisque c'est le contraire, il n'est pas beau. Il est présenté comme un Silène ou un satyre. Et là, donc, nous avons, justement, le grand travail effectué par Lacan sur cette notion d'agalma. L'agalma, les agalmata, au pluriel, ce sont les traits qui font que quelque chose est désirable. Et comme vous le savez depuis Spinoza, mais c'était déjà en latence, on sent qu'ils le savent déjà avant de le dire aussi bien que Spinoza, je désire quelque chose non pas parce qu'il est beau, mais je le trouve beau parce que je le désire. Donc c'est ça l'ordre des choses. Et donc, est présenté comme agalmata, par exemple, le cheval de Troie pour les Troyens. C'est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, ils n'ont même pas l'idée de l'ouvrir, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce cheval creux, etc. Ça a un effet de fascination. Et cet effet de fascination concerne la notion de beau telle qu'elle apparaît en Grèce antique, non pas les belles choses, comme on dirait aujourd'hui, en pensant que c'est beau, je sais pas moi, un sac Chanel ou une nana qui s'est fait gonfler les lèvres comme ça et tirer les yeux, etc. C'est pas beau, c'est moche. Mais plutôt le fait que ça cache quelque chose à l'intérieur. Dans les agalmata, l'agalma, c'est une parure, c'est l'apparence que prend quelque chose du moment qu'il y a un désir. Et donc on a ce rapport-là du contenant au contenu, parce que les agalmata, essentiellement, ce sont des boîtes, la plupart du temps sous forme de silène ou de satyre, qu'on ouvre et dans lesquelles il y a des bijoux. Et donc l'agalmata, ça peut être un satyre, donc un bouc, à moitié humain, à l'intérieur duquel il y a des bijoux. Et donc là, nous avons la manière dont Lacan, progressivement, en cherchant dans tous les textes, chez Homère, chez Hésiode, chez Platon, bien sûr, mais aussi chez Parménide, chez Aristote, etc., cette notion d'agalma pour mettre en place ce qu'il a appelé l'objet petit a. L'agalma, c'est ça, c'est de là que ça vient. Est-ce qu'on prend juste le alma, avec son étymologie, son histoire, ou le ag? Et ça, je vous laisse découvrir ça dans les textes mêmes, puisque on n'a pas le temps de faire tout un travail linguistique ici. Je vous fais juste un petit résumé. Cette méconnaissance du petit a est quelque chose qui laisse une porte ouverte. Nous le savons depuis toujours,
Il n'y a même pas eu besoin de l'analyse pour nous le montrer, puisque j'ai cru pouvoir vous le montrer dans un dialogue de Platon, le banquier. L'objet petit a, en tant qu'au terme sans doute jamais achevé, il est notre existence la plus radicale. Il est la seule voie dans laquelle le désir puisse nous livrer ce en quoi nous aurons nous-mêmes à nous reconnaître. Cet objet petit a est institué comme tel dans le champ de l'autre, et non seulement il est à y être situé, mais il y est situé par chacun et par tous, et c'est cela qu'on appelle la possibilité de transfert. L'interprétation que nous donnons porte toujours sur le plus ou moins de dépendance des désirs les uns par rapport aux autres. Mais ce n'est pas l'affrontement à l'angoisse. Il n'y a de surmontement de l'angoisse que quand l'autre s'est nommé. Il n'y a d'amour que d'un nom, comme chacun le sait d'expérience. Et le moment où le nom est prononcé de celui ou de celle à qui s'adresse notre amour, nous savons très bien que c'est un seuil qui a la plus grande importance. Ceci n'est qu'une trace de ce quelque chose qui va de l'existence du petit a à son passage dans l'histoire. Ce qui fait d'une psychanalyse une aventure unique et cette recherche de l'agalma dans le champ de l'autre. Je vous ai plusieurs fois interrogé sur ce qu'il convient que soit le désir de l'analyste pour que là, où nous essayons de pousser les choses au-delà de la limite de l'angoisse, le travail soit possible. Assurément, il convient que l'analyste soit celui qui ait pu, si peu que ce soit, par quelques biais, par quelques bords, assez faire rentrer son désir dans ce petit a irréductible pour offrir à la question du concept de l'angoisse une garantie réelle. Donc nous avons là cette notion d'objet petit a qui est l'objet cause du désir. Et l'objet cause du désir, c'est bien sûr au départ, et c'est de là où le désir doit virer en amour pour revenir vers le désir, c'est-à-dire c'est un aller-retour, c'est que ça ne peut être que selon le récit d'Aristophane, le fantasme de mon complément anatomique, c'est-à-dire ma part manquante dans l'autre. Ce que je vois dans l'autre, c'est moi. Comme dit la chanson, ce que j'aime à travers vous, c'est moi. Dans un premier temps, en tout cas, avant que, bien sûr, il y ait cette décantation qui se fait par le travail du signifiant et le fait que nous passions par plusieurs étapes, dont l'Oedipe, bien sûr, que dénient ces pseudo-psychanalystes totalement inféodés aux gender studies qui ont cru que il n'y a pas de rapport sexuel, ça voulait dire que ouais, le sexe et le genre c'est pareil, on peut faire n'importe quoi, et ça donne cette anomie de nos sociétés postmodernes qui massacrent les enfants. Ils soutiennent ça, c'est l'opposé de Freud et de Locke, absolument l'opposé. C'est justement qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, ça veut dire que tout simplement, l'objet de la pulsion est inadéquat. Il n'y a pas d'objet de la pulsion. Donc, c'est justement parce que le beau, c'est quelque chose qui va venir faire obstacle à la frayeur, l'horreur qu'il y a de passer vers la deuxième mort, de savoir que, en tant que sujet, c'est ça la pulsion de mort. Je désire la deuxième mort. Je désire aller de l'autre côté. Et Hegel, lui, trouve la solution. Il dit qu'il s'agit d'arriver jusqu'à un bord de frontière, cette frontière-là de la folie ou de la mort, et d'y séjourner le plus fermement possible. Parce qu'il n'y a que là que vient la vérité.
entre nous et le réel, il y a la vérité. C'est pour ça que le principe d'une cure analytique, c'est de dire la vérité. Toute la vérité qui vient, parce que tout on ne peut pas la dire, non pas parce qu'il manque la moitié des mots, mais parce que la vérité touche au réel. Mais elle ne s'y confond pas. Le savoir de la jouissance, à partir de ce temps, ne survivra plus qu'en marge de la civilisation. Non, bien entendu, sans qu'elle entende ce que Freud appelle ludiquement son malaise. Voilà tout le travail analytique et ce qu'aujourd'hui je peux vous dire sur l'amour et le désir qui sera continué la prochaine fois dans un séminaire qui reprendra notamment une partie du discours de Diotime et celui d'Alcibiade.